s'ouvrant sur le salon, la cuisine permettait, cette cuisine américaine permettait à la mère au foyer de garder un œil sur ses enfants, assis devant le poste, et un autre sur les programmes. Alors certes, il y avait eu auparavant la radio, autre dispositif technique qui avait l'allure d'un meuble, comme si la matérialité des ondes devait se donner une consistance, celle du bois, mais le son n'exigeait pas le même type d'attention que l'image. Il n'imposait pas les mêmes contraintes non plus. Le son est plutôt une enveloppe, un bain, davantage qu'un point de focalisation, même si évidemment la télévision peut aussi servir de bain sonore, de présence, alors que le son, la radio, peut aussi capter l'attention au point de nous détacher de notre environnement. Dans un chapitre d'un livre qui s'appelle L'obsolescence de l'homme, qui a été publié en 1956, dans un chapitre qui est consacré particulièrement à la radio et à la télévision, le philosophe allemand Günther Anders écrit la chose suivante, je vais le citer un peu longuement. Il y a quelques décennies, on avait déjà pu observer que le meuble qui symbolisait socialement la famille, la table massive installée au centre de la salle à manger et autour de laquelle on se rassemblait au moment des repas, avait commencé à perdre de sa force d'attraction. C'est seulement maintenant qu'il s'est trouvé, pour prendre sa suite, un meuble d'une puissance symbolique et d'une force de persuasion égale à la puissance symbolique et à la force d'attraction de la table. Ce qui ne veut pas dire que la télévision est maintenant devenue le centre de la famille. Au contraire, ce que l'appareil représente et incarne, c'est précisément le décentrement de la famille, son excentration. Il est la négation de la table familiale. Il ne fournit plus un point de convergence à la famille, mais le remplace par un point de fuite commun. Alors que la table rendait la famille centripète, invitait ceux qui étaient assis autour d'elle à faire circuler la navette des préoccupations, des regards et des conversations pour continuer ainsi à tramer le tissu familial, l'écran, lui, oriente la famille d'une manière centrifuge. En réalité, les membres de la famille sont, dans le meilleur des cas, aspirés simultanément, mais pourtant pas ensemble, par ce point de fuite qui leur ouvre le royaume de l'irréel, ou un monde qu'ils ne partagent pas, à proprement parler, ou un monde qu'ils ne partagent à proprement parler avec personne, puisque eux-mêmes n'y participent pas vraiment. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point je suivrai les réflexions d'Anders, mais puisqu'il me semble notamment que ce qui se produit dans le face-à-face avec la télévision circule aussi à l'intérieur de la famille, et que les forces centrifuges et centripètes dont parle Anders s'entrelacent, parfois au prix d'une lutte, plus qu'elles ne s'excluent mutuellement. Une idée cependant m'intéresse chez lui, qu'il développe dans la suite de son livre, de sa réflexion, c'est que tout en disloquant le foyer, d'une certaine façon, la radio et la télévision produisent des formes de familiarisation, de familiarité avec le monde. Alors j'ai évoqué l'allure de meuble, prise par la machine. Lui évoque la petite taille de l'image qui transforme les événements en effigie, réduisant ces véritables dimensions matérielles, existentielles ou politiques à la mesure d'un objet facilement appréhendable, et il va même plus loin, à la mesure d'un objet de consommation courante. Alors il prend pour exemple l'explosion nucléaire, qui est un motif récurrent de sa réflexion. On est 10 ans après Hiroshima et Nagasaki. Et à propos des images d'explosion nucléaire, il dit « Parce qu'elle est claire, limpide, l'image falsifie l'ampleur d'un événement qui trouve bien davantage sa mesure dans notre incapacité à l'imaginer. » Pour Anders, c'est précisément l'échec de notre imagination et le désespoir que cet échec provoque qui peut nous laisser entrevoir l'aberration d'un tel événement, d'un tel phénomène. L'image, au contraire, l'image télévisuelle ou l'image de presse, la photographie de presse, ne produit au contraire qu'une effigie, qu'une icône, un champignon atomique. Par la télévision, nous parviendrait donc un monde qui nous est certes rendu familier, qui devient même plus proche que nos proches, mais dont nous ne faisons qu'une expérience tronquée, inauthentique, et qui n'est partageable que sous la forme d'objets, donc encore une fois d'icônes, d'effigies. Coupés de notre environnement,
aliénés par une modernité qui ne conçoit l'existence qu'en termes de moyens et de fins, nous devenons copains, encore une fois, ce terme de familiarité, nous devenons copains avec des créatures lointaines, fantomatiques, les voix de la radio, les personnages de la télévision, ou, ajouterait-il aujourd'hui, nos amis sur Facebook, nos followers sur Twitter ou Instagram, etc. C'est ce renversement du proche et du lointain, du familier et de l'étrange, ou de l'étranger, qu'Anders considère comme un des traits caractéristiques de notre époque. Et il me semble que, pour ma part, que de tels processus de familiarisation sont à l'œuvre, en particulier dans les séries. Une série, en effet, une série télévisée, ce n'est pas simplement un récit plus long, plus développé, plus ramifié qu'un film ou qu'un roman, c'est d'abord un rythme de diffusion, une ponctuation du temps, un rendez-vous, on pourrait dire. Chaque soir, chaque semaine, nous retrouvons nos personnages préférés, nous suivons leurs aventures, même si ces aventures se limitent à des choses extrêmement banales, comme par exemple savoir si on a le droit ou pas de téléphoner après 22 heures à ses amis. Ça, c'est l'argument d'un épisode d'une sitcom qui s'appelle Curb Your Enthusiasm de Larry David, une série comique. Voilà, donc là on est vraiment au cœur de la banalité. Certes, avec le téléchargement ou le streaming, la possibilité de voir les séries en ligne, les choses ont beaucoup évolué par rapport aux premières séries des années 50. Mais il me semble que même si on regarde une saison en quelques jours, même si on regarde une série entière en quelques semaines, il y a un effet de ponctuation qui persiste à travers le découpage en épisodes, le retour du générique, la musique des génériques de séries en général est quelque chose qui nous reste toujours, la reprise de certains motifs, les variations sur un thème musical qui revient d'épisode en épisode, ou encore la persistance d'une esthétique. Le cinéma, si on définit le cinéma d'abord par l'expérience de la projection, c'est-à-dire l'obscurité, l'attention bloquée, on est dans son siège, on est un peu hypnotisé par le film, par la projection. Le cinéma, c'est une expérience du temps qui est à part, qui se détache complètement de du temps des montres, du temps tel qu'il existe hors de la salle. Le temps, c'est un temps hors du temps, on pourrait dire. C'est un sentiment de la durée tout à fait particulier. La série, au contraire, elle se coule dans les jours, elle se coule dans les semaines, au point de se confondre avec le passage naturel du temps. Et d'ailleurs, on parle de saison, à propos d'une série, et le passage des saisons, à quelque chose, disons, de forme de passage naturel du temps, de l'automne à l'hiver, etc. Et c'est peut-être ça le génie de la série, d'avoir transformé un processus de production. Produire en série, ça revient moins cher que de produire des téléfilms à l'unité. Donc le génie de la série, c'est d'avoir réussi à transformer un processus de production en une expérience singulière, spécifique du temps. C'est là qu'on bascule d'un genre ou d'un format à la création d'une forme, c'est-à-dire, en l'occurrence, une certaine façon de sculpter le temps, de ménager son passage. Alors quel rapport, me direz-vous, avec le Bureau des légendes? C'est ce que je vais essayer évidemment de préciser pendant cette conférence. Mais je dirais tout de suite une chose, c'est que ce qui m'a marqué en découvrant la série créée par Éric Rochant, et dont vous avez peut-être pu voir quelques épisodes ici, ce sont d'abord des éléments du quotidien, souvent même des objets ordinaires. Alors par exemple, les cravates d'Henri Duflo, le directeur du Bureau des légendes, la vieille Renault avec ses jantes dorées, qui sert de véhicule à un personnage qui est surnommé la mule, un paquet de petits beurres, vraiment le gâteau le plus commun qu'on puisse trouver, ou le fauteuil ergonomique d'un autre personnage qui s'appelle Raymond Sisteron, des téléphones portables qui ne sont pas à la pointe de la technologie, ou encore une figurine du capitaine Haddock qu'on voit en bas, qui est donc ce personnage de Tintin, Tintin étant cette bande dessinée qui a évidemment bercé l'enfance de tout le monde. Alors, c'est quelque chose qui m'est apparu comme une source d'étonnement, voire comme un paradoxe.
voilà, il m'a semblé curieux, au fond, de s'attacher à des objets aussi insignifiants, alors que le récit nous plonge quand même dans un monde, dans le monde des espions, hein, qui est complexe, et dans des situations, disons, géopolitiques qui sont elles-mêmes extrêmement complexes. Alors certes, on tremble pour Malotru, on essaye de deviner les stratégies de services de renseignement algériens ou de Daesh, on est peiné par les morts ou les séparations amoureuses, mais ces histoires, me semble-t-il, n'auraient pas la même consistance sans la présence de ces objets qui sont autant de mailles dans la trame de la fiction, qui sont autant de cailloux posés dans le flux du récit. Alors la question, pour moi, c'est ça, c'est comment dans cette série, on va articuler le proche et le lointain, la vie ordinaire et les actions extraordinaires menées sur le terrain, l'insignifiance de ces objets et au contraire les stratégies mises en œuvre par les espions. Alors avant de développer cette idée, je vais tout de même refaire une brève présentation de la série, puisque tout le monde n'est pas sans doute un connaisseur ultime de cette série. Alors le Bureau des légendes, c'est une série française, comme vous vous en doutez, produite par la chaîne cryptée Canal+. Sa diffusion a commencé en avril 2015, et à ce jour, elle comporte 3 saisons de 10 épisodes, chaque épisode durant environ 50 minutes. Une 4e saison est sur le point d'être diffusée dans les semaines à venir. La bande-annonce a été diffusée récemment. Les personnages principaux de cette série sont des membres de ce que l'on appelle donc le Bureau des légendes, qui est une cellule de la DGSE. La DGSE, c'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui est donc une cellule chargée d'envoyer des agents sur le terrain sous des identités fictives, ce qu'on appelle des clandestins. Donc j'ai employé le nom de Malotru, c'est le surnom d'un de ces agents. Alors au début, donc, ils sont envoyés sur le terrain pour recueillir des informations dans des zones sensibles, essentiellement au Moyen-Orient. Donc au moment où la série débute, un certain Paul Lefebvre, qui est interprété par Mathieu Kassovitz, rentre de Syrie, où il a passé 6 ans en tant que professeur de français. Le vrai nom de Paul Lefebvre est Guillaume de Bailly, et son nom de code est Malotru. Donc c'est ce qu'on voit là. Là, c'est Mathieu Kassovitz de dos, et il remet les papiers d'identité de Paul Lefebvre dans l'armoire. Parallèlement au retour de Paul Lefebvre, de Guillaume de Bailly, on assiste à la formation d'une jeune femme, Marina Loiseau, qui va par la suite être envoyée en Iran pour surveiller l'évolution du programme nucléaire iranien en se faisant passer pour une sismologue. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que pour se faire passer pour une sismologue, il faut être sismologue. Donc voilà, on est toujours entre les deux, entre l'espion et voilà, le vrai métier. Et l'un des arcs narratifs, l'un des récits qui traversent les 3 saisons, c'est la relation amoureuse entre Guillaume de Bailly et une femme iranienne qui s'appelle Nadia El Mansour, qu'il va retrouver à Paris. Et pour continuer à la voir, de Bailly va maintenir active sa fausse identité, donc l'identité Paul Lefebvre, jusqu'à s'enferrer de façon inextricable dans le mensonge et la duplicité vis-à-vis de son service. Puisque une fois qu'il est revenu en France, il n'est plus censé continuer à incarner ce personnage de Paul Lefebvre. J'espère que c'est clair. C'est un peu compliqué si on n'a pas suivi. Alors la série est souvent considérée comme une des meilleures actuellement produites en France. On loue, on vante ses qualités d'écriture, sa dimension romanesque, ainsi que l'extrême précision de sa description des conditions et des méthodes de travail des agents de la DGSE. De même, les terrains explorés, donc le Sahel, l'Iran, l'Irak et la Syrie, où on envoie des agents, le sont avec une grande intelligence, loin de toute simplification moralisatrice, notamment par exemple dans le portrait qui est fait de certains membres de Daesh. Il y a une écriture qui est tout de même très fine, très intéressante. Éric Rochant
et son équipe ont bénéficié d'un certain soutien de la part de la DGSE pour pouvoir être au plus près de la vérité, notamment en ce qui concerne les locaux de l'agence. Et des rencontres ont lieu ponctuellement pour s'assurer de la crédibilité des intrigues. Donc les scénaristes travaillent, et puis voilà, ils montrent leur scénario à des agents de la DGSE qui leur indiquent voilà, si c'est crédible ou pas. Et il paraît donc que des avant-premières, les avant-premières de chaque saison sont organisées au siège de la DGSE, boulevard Mortier à Paris, et c'est des avant-premières qui sont très appréciées de la part des agents. Rochant, qui s'intéresse de près à la géopolitique, s'inspire d'histoires authentiques dans la série, comme notamment cette défection d'un regradé de Daesh qui est racontée tout au long de la 3e saison. Toutefois, comme le dit une des scénaristes, Camille de Castelnau, rien de ce qui est raconté dans la série ne relève évidemment du secret défense, et toutes les informations qui sont qui sont déployées dans la série, qui servent à créer la fiction, peuvent se trouver sur Internet si on fait des recherches voilà, assez poussées. Donc évidemment, il n'y a aucune révélation dans la série, mais il n'empêche, elle est écrite d'une façon extrêmement précise. Marquée par le souci d'être au plus proche de l'actualité, la prochaine saison traitera de cyberguerre et d'intelligence artificielle. Et elle se passera pour partie en Russie, où s'est donc réfugié Guillaume de Bailly, et où Marina Loiseau a pour mission, quant à elle, apparemment, d'après les informations que j'ai pu lire, d'infiltrer le milieu des hackers moscovites. Donc voilà, on connaît disons, le poids que peuvent avoir ces hackers russes, que ce soit sur les élections américaines, etc. Donc on voit que chaque saison essaye d'être en prise avec l'actualité la plus brûlante. À cette présentation, il faut encore ajouter un aspect qui est essentiel, c'est que pour réaliser les épisodes, Éric Rochant a fait appel à des personnalités aussi différentes que Mathieu Demy, Elie Cisterne, Laïla Marakchi, Samuel Collardet ou Elie Wajman. Alors c'est des noms qui vous disent sans doute rien, hormis si vous êtes des cinéphiles extrêmement pointus. C'est pas des noms qui sont non plus très populaires en France ou très bien identifiés, mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est que Éric Rochant a fait appel à des jeunes cinéastes, des cinéastes qui ont tourné 1 ou 2 longs métrages, plutôt qu'à des techniciens chevronnés de la télévision. Et ça, c'est un parti pris intéressant, puisque c'est des cinéastes qui œuvrent plutôt dans ce qu'on appelle en France l'art et essai, ou le film d'auteur, entre guillemets, et c'est-à-dire des gens qui travaillent assez loin des contraintes de la télévision. Alors par exemple, Elie Cisterne a réalisé un long métrage en 2013 qui s'appelle Vandale. Laïla Marakchi a réalisé plusieurs courts-métrages, mais aussi, donc c'est une réalisatrice marocaine qui a aussi signé 2 documentaires et 2 longs métrages. Un qui s'appelle Maroc en 2005 et un autre qui s'appelle Rock the Casbah en 2013, etc. Voilà, donc le Bureau des légendes accorde une grande place aux jeunes cinéastes, ce qui est non seulement une façon de leur donner du travail, un revenu, ce qui est toujours appréciable, parce que évidemment c'est difficile de gagner sa vie en tant que jeune cinéaste, mais aussi c'est l'occasion de leur offrir une expérience dans un cadre particulier, avec les contraintes de la télévision, avec des stars, c'est pas forcément des gens qui ont tourné avec des stars, qui leur permet sans doute de s'aguerrir et d'acquérir une expérience précieuse. Alors le critique Emmanuel Burdeau a écrit un beau texte sur le Bureau des légendes, et il avance cette idée. Le Bureau des légendes est aussi un laboratoire de la fiction française et de ses forces, presque une école dont Éric Rochant serait le directeur aussi débonnaire que l'immense Daroussin. Donc Daroussin, c'est celui qui joue, Jean-Pierre Daroussin, c'est celui qui joue le chef du Bureau des légendes. Alors ce laboratoire est peut-être d'une certaine manière un prolongement ou une sorte de métamorphose de l'école où Rochant lui-même a étudié le cinéma et la réalisation au début des années 80 à l'ITEC, aujourd'hui devenue la FEMIS. Alors Rochant fait partie de cette fameuse promotion des années 1980-1983 de la FEMIS qui a produit
des réalisateurs aujourd'hui assez fameux, comme Noémie Lovski, Arnaud Desplechin ou Pascal Ferrand. C'est d'ailleurs Pascal Ferrand qui a notamment réalisé Lady Chatterley, qui est donc assez connue, je ne sais pas si vous la connaissez, si on passe ces films ici. Bon. Et donc c'est elle qui a supervisé la réalisation de la 4e saison. De la même façon, on peut imaginer, hein, si on parcourt un peu la filmographie de Rochant, et notamment en regardant le choix des acteurs, qu'il a le sens de la fidélité et peut-être un certain goût pour la troupe, hein, pour la communauté de travail, la communauté artistique. Et quand on fait une série, on est bien obligé de la voir, sans doute, puisqu'on passe quand même quelques années avec les mêmes acteurs et les mêmes scénaristes, etc. Alors, si on regarde un petit peu sa filmographie, on remarque par exemple que Yvan Attal est au cœur de ses 3 premiers longs métrages, Un monde sans pitié en 89, Aux yeux du monde en 90 et Les Patriotes en 94. Bernard Lecoq, l'acteur Bernard Lecoq, joue un espion dans Les Patriotes, un film de 94, et 20 ans plus tard, dans Le Bureau des légendes, il revient jouer le père du personnage incarné par Mathieu Kassovitz de Bailly. C'est un rôle assez bref, assez limité, mais qui est significatif. De la même façon, Brad Leland joue un acteur américain qui joue dans Moebius, un film en 2013 qui marque le retour à la réalisation au cinéma de Rochant, qui a une carrière quand même assez compliquée, et qui a notamment une carrière qui a notamment été marquée par un échec commercial assez cinglant pour son film Les Patriotes, qui est maintenant reconnu comme un chef-d'œuvre, mais qui a été un échec commercial à l'époque. Et donc cet acteur, Brad Leland, joue aussi dans Le Bureau des légendes. Alors cette fidélité prend au niveau des thèmes qu'aborde Rochant l'allure, on pourrait dire, d'une idée fixe ou d'une obsession. Et si on voit ou revoit, après avoir vu Le Bureau des légendes, ce film Les Patriotes, qui date de 1994, on se rendra compte de tout ce qui continue à travailler, de tout ce qui continue à obséder Éric Rochant à 20 ans d'écart. Alors j'ai déjà beaucoup parlé, on va regarder un petit extrait. Donc c'est un extrait des Patriotes, un film de 1994 qui se situe au début du film. Sur la gauche, vous avez Yvan Attal qui joue un personnage qui s'appelle Ariel et qui va entamer une formation d'agent secret pour le Mossad. Donc les services secrets israéliens. Là, il est à Paris avec sa sœur. Il vient d'annoncer à sa famille qu'il va rejoindre cette formation du Mossad. Et donc, on va le voir. Tiens, bon anniversaire. Des initiales. Comme ça, tu pourras fumer dans le désert, Cata. Je m'entraîne. Ma chère Laurence, je sais, je ne t'ai pas beaucoup écrit depuis que je suis parti en Israël. Tu me l'as reproché un moment et puis tu t'es fait une raison. Ça m'a simplifié la tâche, car depuis maintenant 4 ans, toutes les nouvelles que je t'envoie sont fausses. Comme tous les pays, Israël a une face cachée. Il est temps de te dire en quoi je suis concerné. Je m'appelle Pinchas. J'ai plusieurs petits détails à vous préciser. Dès à présent, oubliez tous le mot Mossad. Ne l'utilisez plus jamais. Il n'existe pas. Dans votre entourage familial, tout le monde saura que vous n'êtes ni employé de banque ni ouvrier dans une usine. Dites que vous travaillez à la Défense nationale. Si on vous pose des questions, répondez. C'est une règle élémentaire. Le silence est toujours suspect. Répondez, mais mentez. Si par hasard on vous demande un jour de quelle couleur sont les murs de ces pièces, répondez par exemple qu'ils sont verts ou bleus. Ah oui, ce que tout le monde raconte à mon sujet. Comme quoi j'aurais arraché les couilles d'un homme pendant un interrogatoire. Eh bien, cette histoire est fausse. Ce sera tout. Au revoir, monsieur. Tu es qui? Uri. Uri comment? Uri Eisenbach. Uri Eisenbach, comment veux-tu qu'on s'entende si tu demandais la première question? Je m'appelle vraiment Uri
Eisenbach. Alors je marque Eisenbach. Comme vous voulez, en tout cas, moi je m'appelle Eisenbach. Tu vois là dans cette première case, il faut que je marque le nom du candidat pour pouvoir l'identifier par la suite. Alors, j'écris Eisenbach. Je comprends pas. Tu comprends pas? On n'a pas encore commencé l'exercice, imbécile. Quel exercice? C'est pas vrai. Pourquoi on m'envoie des crétins pareils? Ok, c'est des preuves de mensonge. Et pour pouvoir te mettre une note, il faut d'abord que je sache comment tu t'appelles. Je te donne une dernière chance. Attention à ce que tu vas répondre. Fais bien attention. Tu t'appelles Uri Eisenbach. Ok. D'accord, je note Eisenbach. L'exercice commence maintenant. Comment tu t'appelles? Ton nom? Uri Eisenbach. Ok, on va en rester là. T'as rien compris à cet exercice. C'est fini. Ciao. Maintenant que t'as échoué, t'en as plus rien à foutre. Alors ton nom, c'est comment? Le vrai, je veux dire. Uri Eisenbach. Allez, sauve-toi vite. Bon, c'est ça la vérité du travail d'espion, c'est que si à un quelconque moment il avait imaginé que le test n'avait pas déjà commencé ou été fini, il avait perdu, hein, puisqu'il ne s'appelle pas Uri Eisenbach, mais il s'appelle Ariel. Et la ruse du formateur, hein, c'est de faire semblant que le test n'a pas encore commencé, alors qu'il faut tenir la légende, il faut tenir son identité fictive tout du long. Sinon, la moindre brèche vous trahit et puis voilà, vous perd. Donc c'est une scène assez brillante des Patriotes. Et donc dans le bureau des légendes, c'est exactement la même chose, hein. Il y a certains moments où vous voyez Debailly, hein, qui se fait donc appeler Paul Lefebvre, et on lui demande 100 fois comment il s'appelle, et il maintient toujours ce nom de Paul Lefebvre, hein. Même quand on lui tend une perche pour lui sauver la vie, il sait qu'au fond, le seul moyen de survivre, c'est de continuer à mentir, et de s'en tenir à sa légende. Alors qu'est-ce qui se prolonge entre ce film de 1994 et puis cette série qui commence en 2015? Alors je l'ai dit, certains acteurs, certaines situations, juste après cette séquence-là, il y a une situation qu'on retrouve presque exactement de la même manière dans le pilote, le premier épisode du Bureau des légendes, hein, quand Debailly demande à Marina Loiseau d'aller récupérer le nom, prénom, adresse, métier de quelqu'un dans un bar, quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle doit aller récupérer ces informations, elle a un quart d'heure. On a exactement la même séquence dans le film juste après ça. Il y a aussi des lieux, hein, un terrain de foot derrière la Défense où des agents du Mossad vont essayer de recruter quelqu'un. On a ça dans le film, on a ça dans la série, etc. Mais il y a des choses plus importantes encore que ça, qui pourrait être un peu anecdotique, c'est d'une part l'idée que la relation amoureuse, parce qu'il y en a une aussi dans le film, la relation amoureuse qui se noue à distance, disons que l'idée c'est que le sentiment amoureux est toujours indissociable dans le film et dans la série d'un empêchement, d'une distance qui trouve en même temps, et en même temps cette relation amoureuse trouve dans le secret, hein, ou la duplicité,
un cocon où s'épanouir. Alors, je prendrai pour preuve de ça deux scènes dans Les Patriotes, donc l'image du haut. On a une prostituée qui est jouée par Sandrine Kiberlin, qui, après avoir couché avec l'homme qu'elle doit manipuler, vous le voyez, il est endormi, enfin, il est dans le lit, là, le bras levé, s'avance vers la caméra de surveillance qui est installée dans la chambre de l'hôtel et dit « tu as aimé ». Évidemment, ce « tu as aimé » peut s'adresser, est censé s'adresser à l'homme dans le lit, mais il s'adresse surtout à la personne derrière son écran de surveillance qui est en train de la regarder, c'est-à-dire Ariel. Donc c'est un message, on pourrait dire que Kiberlin fait passer dans le fil d'une parole ordinaire un message secret à celui qui la regarde. Un message ambigu, pervers on pourrait dire, puisqu'il demande autant, elle demande autant à Ariel s'il a aimé la regarder que s'il la désire. Dans le Bureau des légendes, la relation entre Guillaume de Bailly et Nadia El Mansour est de la même façon suscitée et empêchée par la fonction même de l'espion. Lorsqu'ils se frôlent la main pour la première fois sur le toit d'une ambassade à Damas, ils le font en cachette, mais pas parce qu'ils risqueraient d'être observés, découverts en tant qu'espions. Ils ne le font pas pour des raisons diplomatiques ou politiques, mais ils le font parce que Nadia est une femme mariée. Et on découvre, à la fin de la 3e saison, d'ailleurs, dans un moment particulièrement dramatique, que les deux amants avaient mis au point un code pour se rencontrer alors qu'ils vivaient encore en Syrie. Donc le fait que de Bailly soit un espion, se révèle être un espion, ce que Nadia ne savait pas au départ, n'a en fait qu'ajouter une couche de secret au secret initial, qui est celui de l'adultère, et qui les oblige donc à se cacher, à s'aimer en secret. Et d'une certaine façon, c'est comme une sorte de second pli, non pas un recoin, leur histoire ne se situe pas dans une sphère à part de leur existence, mais c'est une sorte de pli qui parcourt intégralement leur vie, leur existence, et intensément, mais sur son envers, sur son côté caché. À partir de cette idée, on pourrait même dire, d'une certaine façon, que l'amour, chez Rochant, n'est jamais que l'invention d'un code secret, ou l'expérience d'une entente à demi-mot. C'est-à-dire aussi cette capacité d'entendre quelque chose que les autres n'entendent pas à l'intérieur d'une parole, par exemple d'une parole ordinaire. Donc pour le dire autrement, l'amour est l'ajout, ou peut-être la révélation d'une part d'affect, de sentiment, dans le code. Dans le code ou dans le protocole, plus généralement dans l'opération d'espionnage. Soudain, il y a une sorte de frémissement, de tremblement, une part d'inattendu et d'imprévisible qui affleure à la surface du langage, mais aussi de la peau, jusque dans le souffle, même des personnes, alors que précisément le métier d'espion consiste à tout contrôler, et même à contrôler sa peur, à feindre la peur, mais d'une façon contrôlée. Alors sur ce point, sur cette idée-là, je peux encore citer une très belle séquence du Bureau des légendes. C'est avant son infiltration en Azerbaïdjan, Marina Loiseau a convenu d'un code avec un ancien petit ami, lui aussi agent pour la DGSE. Tous les jours, elle va téléphoner à sa mère, entre guillemets, donc c'est pas sa mère, c'est juste quelqu'un du bureau quelqu'un de la DGSE. Donc tous les jours, elle va téléphoner à sa mère pour lui donner des nouvelles. Et si tout va bien, son appel devra se conclure par « je t'aime ». Si au contraire il y a un souci, elle ne dira pas cette formule, elle ne dira pas « je t'aime ». Et donc on a quelque chose de tout à fait intéressant et frappant, c'est que l'amour, d'une certaine façon, n'apparaît que de façon négative, que dans un silence, que dans une béance, un vide, que l'autre peut entendre et même combler à distance. On va regarder cette séquence. Donc on a une agente de la DGSE qui est à Bakou,
qui se fait là aussi passer pour une sismologue, et qui a des soucis parce qu'elle a été découverte par un agent du Mossad. Il est quelle heure? Il est tard, non? Ta gueule. Je dois appeler ma mère, je l'appelle tous les soirs, sinon elle s'inquiète. Elle est capable d'appeler la police, elle s'affole très vite. Elle doit déjà être en train de délirer. Appelle ta mère. Allô? Allô, maman, c'est moi. Ah, bonjour ma chérie. C'est pas ton numéro habituel? J'ai plus de batterie, je t'appelle avec le téléphone d'un ami. Ah, d'accord. Ça va? T'as passé une bonne journée? Ça va, oui. Ça va mieux ton ventre? Parce que sinon, tu sais, j'ai une copine qui connaît un gastro-francophone qui... Non, ça va mieux, maman, je t'ai dit hier, déjà, c'était rien. Ah bon, bah tant mieux, hein, tant mieux. Je suis crevée, maman, c'était juste pour te faire un bisou, je te rappelle demain, ok? Ok ma chérie. On va passer une bonne soirée. Merci, maman, bisous. À demain. Ça va mieux, maman, je t'ai dit hier, déjà, c'était rien. Ah bon, bah tant mieux, hein, tant mieux. Je suis crevée, maman, c'était juste pour te faire un bisou, je te rappelle demain, ok? Ok ma chérie. On va passer une bonne soirée. Merci, maman, bisous. À demain. Oui, maman, c'était juste pour te faire un bisou, je te rappelle demain, ok? Ok ma chérie. On va passer une bonne soirée. Merci, maman, bisous. À demain. Je t'aime. Bon voilà, c'est une séquence très intéressante et très belle parce que cet homme-là et la jeune femme ont une relation, mais ils se seront jamais dit je t'aime avant. Et là, tout à coup, voilà, la formule magique surgit, et donc il va aller essayer de la secourir à bas coût. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'espion du Mossad, qui est aussi habitué au code, etc., au fond ne trouve rien de bizarre dans cette conversation. Hein. Il n'y a aucun mot qui tout à coup semble déplacé, puisqu'on a simplement soustrait le je t'aime qui est dit habituellement. Second point, et sur cette idée-là, je reviendrai par la suite. Alors, second point commun entre les Patriotes et le Bureau des légendes, c'est le rapport à la confession, et en particulier à la confession écrite. Le film, comme la série, s'appuie sur une voix off, celle du personnage principal, qui fait le récit à la fois de son travail et de sa vie, de ses actes, de ses missions et de ses sentiments. Donc là, en haut, vous reconnaissez Ariel des Patriotes, et en dessous, de Bailly du Bureau des légendes. Et donc, par l'écriture, au fond, ils sont en train de confesser tout ce que leur métier, tout ce que leur fonction implique précisément de taire, tout ce qu'ils n'ont pas le droit de dire. Dans la première saison du Bureau des légendes, cette confession prend le appui ou prend le prétexte révélé au fur et à mesure de la série, de la saison avec beaucoup d'habileté, du récit détaillé que De Bailly fait de ce qui lui est arrivé à des agents de la CIA. Alors évidemment, là, on découvre qu'il est en train de trahir, puisque c'est un agent français qui va demander de l'aide à la CIA pour sauver Nadia Mansour. Dans la seconde saison, il est au contraire comme Ariel, donc ça c'est une image de la seconde saison que vous voyez en bas. Il écrit à une proche, donc d'un côté, Ariel écrit à sa sœur, De Bailly écrit à sa fille. Il écrit à une proche, donc ce qu'il n'avait jamais pu dire auparavant.
Ce procédé pourrait sembler une facilité de la part du réalisateur, puisque ça vient combler assez facilement ce qui ne peut se montrer ou s'énoncer autrement, d'une autre manière. Mais en remontant ainsi le cours d'une existence, la parole ou l'écriture vont lui donner enfin la consistance et la cohérence d'une histoire. Alors que le métier d'agent transforme les êtres en ombre, en fantômes, en simulacres, en fiction ou en légende, la confession va permettre de retrouver le fil d'une vie, une certaine cohérence et surtout d'en faire le partage à un proche trop longtemps tenu éloigné. Évidemment, les relations entre Ariel et sa sœur, de Bailly et sa fille, eh bien, sont toujours distendues par tout ce qui ne peut pas se dire. C'est cette adresse à l'autre qui est essentielle dans un monde où l'autre n'est le plus souvent qu'un instrument, qu'un moyen, qu'un outil pour parvenir à ses fins. Évidemment, l'espionnage, ça repose sur la manipulation. Donc je l'ai dit, l'amour est ce tremblement inattendu, ce frémissement, disons, d'un réel qui échappe au contrôle des personnages, mais aussi pour se vivre véritablement, il doit se raconter, l'amour ou les autres sentiments, ça peut être l'amour pour une femme ou l'amour pour sa fille, pour se vivre véritablement, il doit se raconter, il doit prendre la forme d'un récit. Donc on pourrait dire, pour parodier, pour reprendre un peu la formule célèbre, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des histoires d'amour. L'amour n'existe véritablement, ne trouve véritablement à se manifester qu'au moment où il est raconté. Ça, du moins ce qu'on peut se dire en regardant le film et la série d'Éric Rochant. Alors je vais revenir un peu à mes questions de tout à l'heure. Donc comment on articule le proche et le lointain, la vie ordinaire et les actions menées sur le terrain, qui sont plus ou moins extraordinaires. Et donc pour réenvisager ces questions-là, je vais prendre trois chemins, trois voies qui sont liées. Alors d'une part, c'est l'idée de... Alors ça va être, les titres vont paraître peut-être un peu obscurs, mais la première idée, c'est au fond l'idée de construire la réalité comme une sorte de surface sur laquelle on peut opérer, on peut travailler, on peut agir. Ensuite, ce sera quel rapport ont-nous avec les autres, quelle est la consistance, disons, des êtres, et enfin, comment on peut malgré tout avoir une vie en étant un espion. Alors pour commencer sur le premier point, sur cette question de la réalité, quelle réalité produit ou fabrique l'espionnage, je vais faire une distinction entre le monde et la réalité. Alors cette distinction, je la reprends à un essai de Luc Boltanski qui s'appelle Énigmes et complots, une enquête à propos d'enquête. C'est un essai qui a été publié en 2012 et qui s'intéresse donc à la littérature d'espionnage et surtout à la littérature d'espionnage. Et donc Boltanski écrit « Par monde, il faut entendre ici tout ce qui arrive et même tout ce qui serait susceptible d'arriver, ce qui renvoie à l'impossibilité de le connaître et de le maîtriser en totalité. À l'inverse, la réalité est stabilisée par des formats préétablis, soutenus par des institutions, qui ont souvent, au moins dans nos sociétés, un caractère juridique ou parajuridique. Donc la réalité se présente par là comme un réseau de relations causales qui font tenir les uns aux autres les événements auxquels l'expérience est confrontée. La référence à ces relations permet de donner sens aux événements qui se produisent en déterminant quelles sont les entités auxquelles elles doivent être attribuées. Bon, c'est un peu abstrait, mais on va y venir. Alors, au contraire du récit picaresque ou du conte fantastique, le récit d'espionnage, qui est né à la suite du roman policier à un moment qui voyait l'émergence de l'État-nation et le développement des sciences, notamment sociales, donc au XIXe siècle, le roman d'espionnage postule la possibilité de maîtriser le réel, ou pour le dire autrement, de cadrer le monde. Don Quichotte, par exemple, les événements arrivent comme ça, sans raison. Dans le récit d'espionnage, tout le but, au contraire, c'est de trouver une raison, et de trouver derrière des événements qui ont l'air a priori décousus et insensés, soit l'action, je sais pas, du KGB,
ou de je ne sais quoi. Hein. C'est donc de produire, au fond, de construire l'entrelacement des causes et des effets. Hein. Rien n'arrive par hasard. Et donc, cette idée-là, hein, d'une sorte de construction de la réalité, elle s'illustre dans le récit d'espionnage, et notamment le récit d'espionnage télévisé, hein, par ces tableaux en liège. Alors c'est quelque chose qu'on voit dans tous les films, enfin dans toutes les séries policières, dans toutes les séries d'espionnage. Hein. On a énormément d'informations, des photos, des cartes, des mots, des petites notes sur des post-it, etc., qui sont accumulées sur un tableau. On a l'impression que c'est un immense fouillis, et puis au fur et à mesure que la série avance, eh bien, on se rend compte que dans cette immense fouillis de données, eh bien, il y a un schéma, ce qu'on appelle en anglais un pattern, qui se dessine, et on se rend compte qu'au fond, voilà, on a des acteurs qui font des actions pour telle et telle raison. Donc on produit une sorte de rationalité, une rationalisation du monde. Les événements n'arrivent plus comme ça par hasard, par des forces qui nous dépassent, mais elles sont le fait d'agents rationnels, identifiables, qui ont des intérêts, etc. Donc ça, c'est deux images qu'on voit dans le Bureau des légendes. Ça, c'est une scène qu'on voit dans une série américaine qui s'appelle Rubicon, qui n'a connu qu'une saison en 2012. Une excellente série. Si vous ne connaissez pas, je vous la recommande. Mais on voit ça dans Homeland, on voit ça partout. Voilà. Donc dans les récits d'espionnage, l'analyste ou l'agent, hein, dans le Bureau des légendes, c'est pas des James Bond, encore une fois, hein, c'est surtout des gens. Alors il y a des gens qui vont sur le terrain, mais il y a aussi beaucoup de personnages qui sont des analystes, des gens qui analysent les données, qui sont derrière leur écran d'ordinateur, dans leur bureau à Paris, qui essayent de comprendre ce qui se passe. Donc l'agent ou l'analyste, c'est celui précisément qui va se trouver au point de tension entre le territoire, dont la gestion et la sécurité sont devenues les affaires de l'État, et les flux de personnes, de biens, d'argent, éventuellement d'idées ou d'informations, tels qu'ils se sont développés, hein, de manière exponentielle à l'ère capitaliste. La première fonction de l'analyste ou de l'agent, c'est d'interpréter la cause de ces flux, d'interpréter la cause de flux irréguliers, et de déterminer la possibilité d'une atteinte ou non à l'ordre social. Donc l'agent produit des schémas, des patterns. Si tout à coup quelque chose sort un peu de l'ordinaire, eh bien son but, ça va être de deviner si c'est un danger ou non. Alors, voilà, donc là on a quelques images de ce type, hein, où notamment en haut là-bas, à droite, enfin à gauche, pour là, tout en haut dans le coin, où c'est une séquence où les agents sont en train d'analyser les données téléphoniques d'Alger. Donc on voit à quel moment il y a beaucoup d'appels téléphoniques, dans quelle zone ça se concentre, etc. Donc ça, ce travail de traitement de l'information, c'est ce qu'on voit dans les séries. Hein, c'est comme ça donc qu'on construit une réalité. Donc d'un point de vue logique, hein, il s'agit d'inférer, à partir de données recueillies en masse, un scénario possible. Dans le Bureau des légendes, ce travail de construction des scénarios, de production d'hypothèses, donc en ce sens de construction de fiction, parce qu'à chaque fois, ce sont des hypothèses qu'il s'agira de vérifier ou non, c'est notamment le travail de Guillaume de Bailly, hein, qui se montre particulièrement intelligent. C'est pour ça qu'il est un espion si brillant. Hein. C'est lui qui, à partir de données comme ça un peu fragmentées, arrive à construire des hypothèses, arrive à construire des scénarios. Et donc, voilà, en général, ça se passe dans la salle de crise. Hein, les gens se réunissent, on est face à ce tableau avec toutes ces informations et on essaye de construire des scénarios. Donc, ce travail de construction de la réalité est une manière aussi, d'une certaine façon, d'encadrer les images d'actualité telles qu'elles surgissent sur nos écrans. Et c'est pour ça qu'elles sont assez nombreuses dans le film, enfin dans la série, c'est que d'une certaine façon, la série
va construire un peu le hors-champ, hein, ou l'infrastructure de ces images. Nous, quand on allume la télé, ça surgit comme ça d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après. D'une certaine façon, dans la série, on va reconstruire le fil, hein, de ce qui s'est passé avant, de ce qui s'est passé après. Par exemple, là, en haut, c'est un agent infiltré en Algérie qui a été arrêté par la police parce qu'il était ivre sur la voie publique, etc. Donc, si en tant que spectateur ordinaire, on voyait une information comme ça à la télévision, on n'aurait pas tout le contexte. Mais la série, précisément, va permettre, d'une certaine façon, de reconstruire le contexte de ces images un peu choc, de ces images qu'on voit qui défilent comme ça sur nos écrans de télévision, et notamment sur les chaînes d'information continue. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, hein, parce que ces images-là, ces images d'actualité, font toujours l'effet, je l'ai dit, d'une sorte de surgissement. Hein, elles ont toujours quelque chose de brutal, d'incompréhensible, de sidérant, notamment quand c'est des attentats. Et la télévision, hein, se charge, et les chaînes d'information continue se chargent assez rarement de construire le contexte de tels événements. Hein. Ils ne vont pas essayer d'expliquer, mais ils vont repasser sans cesse les mêmes images. Bon, on a bien connu ça avec le 11 septembre 2001, et depuis, bon, c'est assez régulier. La fiction, au contraire, va à la fois accueillir le choc, hein, quand, encore une fois en haut, l'agent Sisteron voit ce qui se passe à la télé, ben, évidemment il est aussi surpris, mais ça va à la fois accueillir le choc et permettre de le mettre en contexte, hein, permettre de le rendre intelligible d'une certaine façon, et donc dépasser l'effet de choc pour l'inscrire dans une situation politique. Alors une situation fictive évidemment, mais c'est une façon intéressante, il me semble, disons, d'inscrire ces images d'actualité dans un récit plus large et plus dense. Alors c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'on le sait bien, hein, depuis le 11 septembre 2001, les actes criminels ou terroristes, hein, selon la manière dont on voudra les qualifier, sont produits pour la télévision ou pour Internet. Ils sont produits pour une diffusion presque immédiate, hein, et exponentielle, qui en multipliera, hein, l'impact symbolique et affectif. Le crash du second avion sur le World Trade Center, 45 minutes après le premier, a été pensé d'une certaine façon pour le direct, hein, pour que ça passe en direct à la télévision, et redoubler l'effet de choc. On voit de la même façon dans la série la construction de la propagande de Daesh. Alors vous voyez là en haut, avec la caméra, le micro, tout est bien fait, le discours évidemment déjà préparé, et de l'autre côté, hein, en contre-champ, on a Guillaume de Bailly qui doit réciter ce que ses bourreaux lui imposent de dire. On voit dans la caisse, hein, l'image du bas, c'est des GoPro, hein, donc des caméras très petites, numériques, que les combattants de Daesh accrochent sur eux quand ils vont au combat, au front, ou quand ils tuent des gens, etc. Donc la guerre, hein, est aussi évidemment aujourd'hui une guerre médiatique. La propagande, c'est pas nouveau, mais c'est malgré tout assez rare d'avoir accès non seulement à la possibilité de filmer, mais de diffuser de façon mondiale, de façon presque simultanée. Et toute la saison 2 du Bureau des légendes va proposer une sorte de réflexion sur la fabrication de ces images et la façon dont on les reçoit, dont on les perçoit, et dont on s'y habitue, hein, pour les agents, dont on essaye aussi la façon dont on sort de l'effet de terreur, de l'effet de stupeur, pour retrouver une capacité d'agir. Bon, on sait aussi que Daesh, hein, avait des studios de cinéma et qui produisaient des films, pas simplement des petites vidéos comme ça où ils égorgent les gens, mais aussi des sortes de longs métrages de propagande calqués un peu sur le modèle hollywoodien. Alors cette question des images de propagande et comment y faire face, elle parcourt encore une fois toute la seconde saison. Donc on va je vais montrer un extrait où une nouvelle recrue de la DGSE est forcée par son travail de regarder une image une vidéo de Daesh.
Ça vient de tomber. C'est Daesh. Évidemment, donc je dois... C'est d'abord sans le son, bien accéléré. Ça peut aider parfois. Je fractionne un peu. C'est pas mal aussi. سيدفع مواطن الدولة الصليبية هذا ثمن الجرائم التي يرتكبها الغرب بحق الإسلام. Vous pouvez pas faire pause toutes les 10 secondes non plus. Allez-y. C'est fini. Vous avez fait le plus dur. La prochaine fois, ce sera plus facile. Et dans quelques jours, vous serez habitué. Vous verrez, pas habitué, mais moins choqué. Il est français. Le bourreau, il est français. La France n'est plus la fille aînée de l'Église. Par mon glaive, elle est la main d'Allah. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va se développer tout au long de la saison 2. De son côté, la DGSE produit aussi un type d'images spécifiques, qui ne sont pas des images destinées à circuler dans l'espace public, qui ne sont pas des images donc de propagande, mais qui se définissent malgré tout par leur recherche d'efficacité. Donc d'un côté, du côté de Daesh, il s'agit de réduire le réel filmé à un message univoque désignant d'un côté les ennemis et de l'autre la promesse d'un califat qui répondrait soi-disant aux aspirations originelles du prophète. Et de l'autre côté, du côté de la DGSE, il s'agit de produire ce que le cinéaste allemand Harun Farocki a appelé des images opératoires. Alors qu'est-ce que c'est des images opératoires? C'est ce genre d'images-là qui dépassent leur simple fonction de représentation pour relayer des événements en cours, voire les augmenter d'informations qui vont permettre la réalisation d'un geste technique ou l'analyse d'une situation. Alors tout en haut, par exemple, vous voyez tous ces petits rectangles rouges, c'est le nom des personnes qu'on est en train de suivre, parce qu'en fait il y a des puces dans les téléphones, et donc on voit les noms qui se déplacent comme ça, les téléphones qui se déplacent sur une carte de Paris. Bon, en dessous vous avez l'image assez typique d'un viseur d'armes. En dessous vous avez une image satellite avec, c'est des gens qui sont en train de traverser un fleuve, donc ils sont une dizaine, on les voit avec un numéro comme ça. De l'autre côté, je l'ai dit, c'est l'analyse des données téléphoniques, etc. Et ce qui est intéressant, bon, j'ai pas pris les images avec les mains par hasard, c'est qu'on voit bien qu'on n'est pas simplement du côté du visible, mais qu'on est aussi du côté d'une image qui va nous permettre d'agir, et que d'une certaine façon, en touchant du doigt l'image, ça va produire une action parfois, alors pas littéralement, mais ça va produire une action à quelques milliers de kilomètres de distance. C'est ça le but des images opératoires, que ce soit des images de drones, des images de satellites, etc. Et donc le but aussi de ces images, c'est que, couplées avec des algorithmes, elles vont permettre encore une fois, de construire la réalité, ou en tout cas de construire une forme de réalité sur laquelle on va pouvoir agir. On va pouvoir remarquer ce qui est normal, ce qui est anormal, etc. Et les drones américains, par exemple en Afghanistan, etc., fonctionnent sur ça. Ils fonctionnent sur la construction de patterns, de schémas, et quand vous avez tout à coup quelque chose qui paraît anormal, le trafic téléphonique qui tout à coup s'intensifie dans une zone de la ville, etc., ça paraît anormal, et sans faire plus de recherche que ça, les Américains vont larguer une bombe, par exemple, sur tel ou tel endroit. Bon, voilà. Donc c'est des images qui servent à agir très concrètement sur le réel. Alors évidemment, cette vision-là à distance,
donc ces images qu'on voit depuis la France, hein, se couplent le plus souvent à la vision qu'ont les hommes sur le terrain, les agents sur le terrain, il y a donc en général un dialogue, hein, entre les deux. Mais le plus souvent, c'est ce regard surplombant, hein, ces images opératoires-là, qui vont permettre d'agir à distance. Et ces images, évidemment, bien, elles sont purement techniques, hein, c'est-à-dire que eh bien, on voit des numéros, on voit des points, mais on ne voit pas des hommes. Dernier point sur cette idée de la construction de la réalité par l'espionnage, ça concerne la diplomatie. Et ça va être le rôle de Nadia Al-Mansour, qui est donc une historienne, si je me souviens bien, enfin une universitaire syrienne, qui se retrouve en France et qui est plus ou moins, enfin qui est impliquée dans les négociations. Alors au début c'est avec les Russes, on envisage la fin de Bachar el-Assad, et donc il y a, voilà, comment est-ce qu'on va se répartir le territoire entre les différentes communautés, différentes religions, etc. Et donc on voit, alors ça c'est pris dans les 3 saisons différentes, hein, en haut c'est la première, ensuite c'est la 3e saison. On voit comment on va se redécouper, hein, le territoire. Alors comment est-ce qu'au départ on va donner un morceau aux Kurdes, ou comment au contraire on va lâcher les Kurdes pour pas qu'ils aient une région à eux. Hein. Voilà, donc on a aussi, hein, un autre type d'image, ici la carte, mais où on va redécouper. Alors au début on essaye de le faire disons le plus de subtilité possible, et puis après c'est la réelle politique, hein, qui a le réalisme entre guillemets politique qui entre en jeu, et puis les intérêts des uns et des autres en fonction de la puissance des uns et des autres. Voilà, au début, hein, on essaye de... Enfin, on est conscient, hein, qu'il ne s'agit pas simplement de découper au crayon des morceaux de territoire, mais qu'il y a, voilà, des symboles, des existences, hein, qui sont liées à ces territoires. Alors, deuxième point que je voulais aborder, c'est la question, au fond, de l'être, la question des rapports qui se créent dans cette agence entre les uns et les autres. Alors d'un côté, là, à travers ces images opératoires, je l'ai dit, on rend le lointain, on le rend proche, hein, on met son doigt dessus et on peut agir dessus. En même temps, autre mouvement, on pourrait dire que nos proches, que ce soit notre famille ou nos collègues, nous deviennent d'une certaine façon lointains, puisqu'il y a toujours, hein, cette question du secret qui vient se glisser entre les deux. Alors, la question d'espionnage, est-ce que dans un entretien récent à la radio, Rochon disait, bon, au fond, je m'en fous de l'espionnage. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est, disons, c'est les êtres humains, c'est les relations entre les personnes. Mais l'espionnage, ça va permettre justement de se poser des questions qu'en général on se pose pas, enfin des choses qu'on tient pour acquises. C'est qu'est-ce qu'une amitié, qu'est-ce qu'un sentiment ou une expérience authentique, et au fond qu'est-ce qu'une vie, quand toute sa vie on imite au fond la vie d'un autre, où on d'une certaine façon, se trouve toujours un peu en porte-à-faux avec une autre identité. Qu'est-ce qu'une amitié, qu'est-ce qu'une expérience authentique, etc. D'autant plus que, comme je l'ai déjà dit, hein, le travail de l'espion revient presque toujours à manipuler, à instrumentaliser l'autre, même celui qu'on aime, celui ou celle qu'on aime. L'autre devient toujours un moyen plutôt qu'une fin. D'ailleurs, il y a une discussion, à un moment, la fille de Debailly fait ses devoirs, et puis elle l'interroge sur l'impératif catégorique de Kant. Hein. Donc voilà, cette question de morale, c'est-à-dire, est présente dans la série, hein, et donc ne pas considérer les autres comme un moyen, mais comme une fin en tant que telle, pour ne pas les utiliser. Et en même temps, eh bien, pour être un bon espion, ben, il ne faut pas avoir trop de scrupules de ce point de vue-là. Alors ce qui est intéressant, par exemple, c'est que la relation entre Marina Loiseau, hein, dont on a parlé tout à l'heure, et un autre agent, c'est une relation qui débute par hasard. Elle débute d'ailleurs dans des circonstances un peu particulières, puisque l'homme fait passer un test à Marina Loiseau
pour qu'elle, un peu comme ce qu'on a vu dans la scène des Patriotes, pour voir si elle ne va pas trahir son identité fictive. Donc il lui met quand même quelques baffes, et visiblement, bon, ça a permis de les rapprocher, puisqu'ensuite il tombe amoureux. Mais cet amour-là va être utilisé par le service pour que l'homme fasse des rapports sur Marina Loiseau. Et Marina le sait, le devine, et avant de partir en Iran, elle pose la question. Ça n'empêche pas, malgré tout, peut-être, qu'un amour authentique existe entre eux. Donc voilà, c'est particulièrement compliqué. Mais il y a autre chose encore, dans ce monde donc, où tout le monde est plus ou moins susceptible d'être un moyen, d'être un instrument entre les mains des autres. Il y a quelque chose qui semble avoir une existence à part, qui peut-être au fond ne signifie rien, si ce n'est que voilà, ça existe, sans servir de code, sans servir de quoi que ce soit. Et c'est notamment tout ce qui est lié aux objets. J'ai commencé en disant que les objets m'avaient particulièrement frappé dans cette série, et parmi les objets, il y a les fameuses cravates j'oublie son nom, enfin du personnage qui est joué par Daroussin. Alors on va regarder un petit peu une séquence avec sa cravate. Monsieur Duflo, le docteur Balmès est là. Justement. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Duflo. Je vous présente Guillaume de Bailly, qui est notre nouveau directeur adjoint. Bonjour. Guillaume, je te présente le docteur Balmès, qui va s'occuper de nous tous ici, parce que depuis l'affaire Cyclone, on va tous très mal. Enfin, surtout lui. Bien, vous ferez connaissance avec tout le monde plus tard, j'ai besoin de vous en salle de crise. D'accord. Alors vous ouvrez grand vos oreilles, vous ne posez pas de questions. Si on vous dit de faire un truc, vous le faites, mais vous ne demandez pas pourquoi. Parce que si on vous le dit pas... C'est que je n'ai pas le droit d'en connaître. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on appelle le cloisonnement, c'est essentiel. Vous ne savez pas tout, donc vous ne pouvez pas tout dire, vous comprenez? Je crois que oui. Si je vous dis par exemple, qu'est-ce que ma cravate révèle de ma personnalité, vous ne me demandez pas pourquoi je vous pose cette question, vous me répondez. Vous comprenez? Oui. Ah, vous voulez avoir l'air sympa? Facile. C'est votre signature, votre cravate c'est vous, votre côté rebelle un peu? C'est tout ce que vous avez. Bon, c'est un peu court. Elle est ridicule. À la bonne heure, la vérité, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Si vous ne savez pas, vous dites que vous ne savez pas. Si vous n'êtes pas sûr, vous dites que vous n'êtes pas sûr. C'est comme ça que vous gagnerez ma confiance, en me disant la vérité. D'accord. Après vous. Voilà, donc, comme dans l'extrait des Patriotes, on voit que tout est un test. Quand il lui pose la question « Qu'est-ce que signifie ma cravate ?», c'est pas simplement un exemple. On attendait qu'elle réponde. Alors, quelques exemples de cravates, toujours assez surprenantes. Alors, je vois plus trop ce qu'il y a en... Je crois que c'est des têtes de koala, tout en haut. Ensuite, vous avez des hiboux, des chouettes. Et enfin, une sorte de paysage un petit peu impressionniste avec des nénuphars. Bon. Mais ce qui est amusant, c'est que ces cravates, faut continuer à jouer un rôle dans la série. Autre extrait. Excusez-moi. Donc, ça vous évoque quoi? Donc, ce Cassidy débarque ici. Il vous annonce que quelqu'un de chez nous vient de proposer ses services à la CIA. Il vous embrouille, il vous donne un nom qui n'existe pas chez nous. Ça m'évoque un test. Voilà, donc là on est à plusieurs épisodes de distance, et évidemment, quand on est fixé comme ça sur cette cravate et qu'il dit ça vous évoque quoi, eh bien on repense à la séquence qu'on a vue voilà, quelques temps avant, et on a l'impression que la cravate elle-même, enfin qu'on est censé répondre au jeu de la cravate, mais en fait non, pas du tout. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit comment se crée justement une familiarité, et comment au fond les objets vont produire de l'attachement pour le spectateur, comment ces objets qui sont anodins au fond, insignifiants, vont produire un attachement chez le spectateur
d'épisode en épisode. Dernière séquence autour de la cravate, là on est 2 saisons après, hein, on est bien plus tard. Alors je suis désolé de vous le révéler, mais donc entre-temps, Duflo est mort. Ici Sherman. Cochise est blessé, mais il va s'en sortir. L'otage est avec nous, il est vivant. Double objectif atteint. Quand on a vu la série, c'est d'autant plus émouvant. Là, vous avez le personnage qui est joué par Florence Solari-Caille qui a repris le rôle de Duflo, hein, qui est devenue directrice du Bureau des légendes, et qui n'est pas quelqu'un qui exprime beaucoup ses émotions. Hein. On l'a vu, tout le monde se réjouit, elle a un sourire, enfin elle n'est pas extrêmement expressive. Et donc elle se rend dans son bureau et tout à coup, voilà, l'émotion surgit. Et ça passe à travers la cravate. Hein. Donc on est ici très loin, mais au fond les objets, hein, ça va être ce qui reste, hein, ce qui est irréductible au fond à tout ce jeu de l'espionnage qui passe par des tests constants, qui passe par des doubles sens, des doubles fonds, etc. Là, cet objet-là, la cravate, va concentrer, on pourrait dire, l'affect, hein, le sentiment, par-delà tout ce que ce métier d'espion implique. Et donc c'est, voilà, dans ce plan, hein, on voit au fond, alors évidemment c'est pas parce qu'elle voit la cravate qu'elle pleure, mais Rochant fait cette association, et le spectateur, lui, fait ça, voilà, a aussi ce sentiment, parce que voilà, tout à coup, eh bien, on éprouve l'absence du personnage auquel on s'est attaché, voilà, avec lequel on est devenu familier. Tout à coup, il ne reste plus que cet objet-là. Ce qui m'amène au fond à ce troisième point, c'est l'idée que la vie dans le Bureau des légendes ne peut exister, ne peut se déployer que dans les interstices. Alors ça peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être tout à coup une sorte de fougue sexuelle qui s'empare des personnages dans l'ascenseur. Alors ils s'embrassent comme ça fougueusement, et puis quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, eh bien on retourne avec son visage de marbre vers ses collègues. Ça peut être toutes ces mains effleurées dans les couloirs, tous ces mots chuchotés dans les couloirs, parce qu'il y a quand même beaucoup de relations amoureuses qui se tissent, pas toujours dans la durée, mais en tout cas qui se tissent dans les couloirs de la DGSE, et qui se passent à chaque fois, soit dans l'ascenseur, soit comme ça, entre deux portes dans les couloirs, donc dans les interstices, on pourrait dire, du travail et du lieu. Ça peut être aussi un effet d'écho, hein, quelque chose, dans l'agent double, il y a double, hein, et là tout à coup il y a un effet d'écho qui fait que tout à coup quelque chose qui relève du rôle, de la couverture, de la légende, eh bien au fond exprime aussi une émotion qu'on a véritablement éprouvée. Ah oui, ça c'est autre chose, parce qu'à un moment, elle regarde, donc la nouvelle directrice regarde la cravate d'un autre homme, enfin d'un autre personnage, et elle n'est pas aussi belle que les cravates de Daroussin. Et du coup, voilà, le manque, hein, passe aussi par cette cravate un peu monotone. Alors on peut regarder cet extrait-là. Juste pour préciser, donc là on est en Iran,
Et Marina Loiseau, donc l'agent Marina Loiseau, infiltre la famille d'un sismologue, enfin la famille d'un personnage assez haut placé en Iran, et notamment se retrouve assez proche de son fils qui vit, vous verrez, un peu une sorte de vie à la californienne. حالا اومدین شما؟ نه اولین بار همون اولین بار از خوبه خیلی نفردارم نه اولین بار همون اولین بار این امشب شبشتی براش دور یه چیزی باید بگو چی بشنه داریوش؟ پسر من؟ آره پسر من میتونه همه میشناسن اون خوشگلشه کاره خوشگله ولی عقلت نمیده داره یا نه باید بدونی باید هیچ نگه من هیچ نگه بابا چرا نگم اونجوری نمیگم فقط خیلی معرفی جون سلام سلام مرسی سلام اولین باری که میای خونه شاپور؟ بله حسن منو دعوت کرد و با اون کار میکنم من فرانسوی هستم مارینا Daria, c'est moi qui organise la soirée avec Champou. Tu aimes les melons? Non, pas spécialement. Bon, alors maquille-toi plus là. Et n'hésite pas à te servir de ça. Ça les emmènera et ça te fera du bien. تو ایران خوب برده اینه ببرید این کیه؟ دوست دختر شاپور این دختر از اون است که خوب بلده عشق و حال کنه اصلا ستاره دوست داری؟ شاعرم که هستی ستاره رو دوست داری نه؟ دوست داری نگاهشون کنی؟ نکنه با ستاره ها شرح میکنی؟ نه خیلی من با دوستم اومدم به ستاره ها کاری ندارم پس اصلا شرح نمیکنی؟ حالا بشین خوب ستاره نگاه AXA Assurance, bonjour. Bonjour, c'est Marina Loiseau. Je suis en Iran et je vous appelle pour un début de crise d'asthme. J'ai ma ventoline, j'ai pris 5 bouffées mais ça passe pas. Je peux en reprendre? Sur une échelle de 1 à 5, quelle est la puissance de la crise? 3. Très bien.
Détendez-vous. Vous avez la cortisone avec vous? Prenez-en un cachet, on se parle demain si vous voulez. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie de la séquence. C'est quand elle téléphone, évidemment, elle téléphone à quelqu'un du bureau pour dire que voilà, il s'est passé quelque chose. Mais quand on découvre la série dans son fil, on ne sait pas si elle est vraiment paniquée ou si elle est simplement inquiète que son opération soit plus ou moins en train d'échouer à cause de cette bagarre qui vient d'avoir eu lieu. Donc voilà, ça peut être les deux, et c'est sans doute les deux en même temps. À la fois la surprise devant la violence soudaine, et de l'autre côté, la crainte que l'opération soit un petit peu compromise. Alors sur cette idée d'une vie qui se déploie dans les interstices, il y a aussi ces moments de creux, ces moments d'attente. Alors ici, vous avez deux agents qui sont en train de pêcher à la ligne parce qu'ils attendent la suite de leur mission. À un moment, on les voit aussi dans leur voiture en train de manger une banane. Bon, le métier d'espion consiste pas toujours à courir sur les toits, ça consiste aussi assez souvent à attendre dans une voiture. Et donc au fond, il y a une relation qui se noue entre ces deux personnages et qui est notamment faite d'attente. Sur ces interstices, il y a aussi, au fond, tout ce qui résiste. Je l'ai dit, il y a ces images sur lesquelles on voudrait opérer à distance, qui nous permettraient d'agir à plusieurs milliers de kilomètres de façon presque instantanée. Mais il y a aussi, évidemment, quelque chose qui vient remettre, disons, de la médiation dans ce qui devrait être immédiat, dans ce fantasme d'immédiateté. Alors ça peut être un délai. Il y a une séquence très belle où on a 13 minutes de délai entre l'Irak et Paris. Et donc évidemment, pendant ces 13 minutes-là, il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut être de la matière, ça peut être tout à coup on perd le signal, comme en haut, ou ça peut être comme en bas, la vision nocturne qui au fond nous place à distance de l'opération. On ne voit pas grand-chose en regardant ces écrans verts-là. Donc tout ça, au fond, remet un petit peu, disons, de vie, de matière dans ce travail de l'espionnage. Et puis il y a disons qu'il y a, encore une fois, je l'ai dit, dans cette idée d'agent double, presque de doublure, des moments qui au fond sont vécus autant comme couverture que comme temps pris sur le travail, entre guillemets. Et donc là, je vous propose de regarder une séquence entre Marina Loiseau, on est encore avec elle, à Bakou, en Azerbaïdjan, et un agent qui vient pour l'aider à implanter un sorte de truc informatique qui va lui permettre de voler des données. Marina. Oui. Quelqu'un peut te voir. Qui? Je peux pas te dire. Je suis nulle, je sais pas mentir. C'était une surprise, mais voilà. C'est ton petit ami. Il est là. Oh! Pardon, donc voilà, Elena, une collègue. Arthur. Tu vois, tu avais le mal du pays et c'est ton pays qui vient à toi. Oui. Bon, il faut que je retourne bosser. Allez, fais une pause. Vraiment? Vas-y, je termine pour toi. Mais tu reviens après le déjeuner, ok? Promis, merci. Ils t'ont pas prévenu? Si, ils m'ont pas dit que ce serait toi. Il est parti pour quelques jours, il m'a dit. Évidemment. Pourquoi? Ils préfèrent pas être dans le pays si jamais tu te fais arrêter, c'est normal. Ça va, Mortier? On fait tous la gueule. Vous faites la gueule ensemble ou?
J'en ai encore pour 10 minutes et c'est bon. Oui, il m'a dit que ça me prendrait 10 secondes. Tu copies pas, toi t'implantes. Et voilà. Tu sais ce qu'il y a dedans? Non. Une attaque du Mossad. Un gros truc probablement. Une bombe à retardement qui vise le système informatique de toutes les centrales nucléaires situées dans des zones sismiques. Et je vais pouvoir étudier cette attaque. C'est énorme. On déjeune ensemble? Je retourne seulement après le déj. Ok, super. Il faudra s'embrasser encore? Pourquoi ça te dérange? Non. C'est juste pour anticiper, j'ai pas une super habitude du terrain. Le terrain, c'est pas toujours ça. Ok, On pourra jouer au couple qui se fait la gueule si tu veux. comme tu veux. C'est une séquence qui m'intéressait parce que, eh bien, on voit d'un côté il y a le travail très important, aller récupérer des informations sur les centrales nucléaires iraniennes, la technique, les clés USB, le code et tout ça. Et puis à côté de ça, juste après, il y a le temps un peu perdu, le temps au fond où on va continuer à jouer la légende parce que le garçon n'est évidemment pas du tout son petit ami. Mais en même temps, hein, notamment lors de ce plan de promenade dans la ville, Rochon aurait pu l'enlever. En même temps, ce plan de promenade nous indique que peut-être ils ne sont pas simplement en train de jouer, mais qu'ils sont aussi en train de vivre, tout simplement, et de passer du bon temps ensemble. Donc il y a toujours ces deux dimensions-là qui sont à l'œuvre, et ici ça me semblait particulièrement bien rendu. Mais, bon, je vais accélérer un petit peu. Cette autre dimension, cette vie qui peut se développer dans les interstices, elle a pour revers aussi, d'une certaine façon, la possibilité d'être barrée, d'être réduite, encore une fois, d'être annulée par l'espionnage. Alors on a une vie qui ressemble d'une certaine façon à des ratures, hein, ou à des notes de bas de page, à des bifures comme ça. Hein, je l'ai dit que la série accordait beaucoup d'importance au fait du récit, hein, au fait de réussir à dire son histoire. C'est ce que fait Debailly quand il écrit presque ses mémoires, on pourrait dire. Mais à côté de ce travail de confession, d'écriture de la vie, eh bien, il y a tous ces moments où les rapports, les messages secrets, etc., où ça passe plutôt par la rature, le fait de parer, etc. Et par exemple, l'image... Donc là, Debailly, en haut, est censé écrire un roman, hein, quelques jours avec elle. Donc ça, c'est censé être sa couverture. Mais évidemment, ce roman-là, quelques jours avec elle, ça indique aussi quelque chose, d'une certaine façon, de sa relation avec Nadia El Mansour. En bas, on a leur histoire qui est plus ou moins racontée, enfin en tout cas la version officielle qui est racontée, mais on a barré le nom de Debailly. Donc ça, c'est les gros traits noirs que vous voyez, etc. Et au fond, cette vie qui se développe dans les interstices, mais qui peut toujours aussi être barrée, eh bien, elle peut aboutir elle peut transformer les personnages en fantômes. Et c'est assez clairement ce qui se passe avec Malotru, hein, qui est confronté dès l'épisode pilote à cette sorte de silhouette, comme ça, sans visage, qu'il est censé incarner, hein, à qui il donne corps. Silhouette qu'on va retrouver à divers endroits, à divers moments de la série. Et donc là, on a un moment aussi où, vous ne le voyez pas bien, mais sur l'écran, c'est une vidéo de surveillance qui a été faite, et donc on voit le visage de Debailly, et on voit Debailly sur son lit, hein, comme s'il était un peu en train de se dédoubler, hein, et qu'au fond il était en train de devenir le spectre de sa légende, du personnage fictif qu'il a inventé et qu'il se doit d'incarner. Et Debailly, de fait, tout au long de la série, c'est celui qui va être le plus soumis
enfin c'est d'ailleurs le seul qui va être soumis aux hallucinations. Donc en haut, il se souvient un moment de Nadia El-Mansour, ils sont séparés, et il se souvient d'elle, il se souvient d'un moment de caresse. En dessous, il est emprisonné par Daesh, et il hallucine la présence de sa fille et de son père, et à la fin, on le voit, il s'enfonce dans la brume, tel une ombre, tel un spectre. Alors j'avais commencé en disant que la télévision fabriquait de la fausse familiarité, nous rendait copains avec des gens avec qui au fond nous ne partagions rien. Alors peut-être qu'une façon honnête de faire de la télévision, c'est à la fois, disons, de nous faire éprouver cet attachement et de nous rendre compte eh bien, que c'est l'attachement que l'on éprouve pour ces personnages, enfin que les personnages pour lesquels on éprouve de l'attachement ne sont au fond que des fantômes, des figures fugitives, des spectres eux-mêmes, qui ne vivent pas mais qui sont donc simplement, enfin qui sont dans l'imitation de la vie.